Tata, maman, Vandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir une fois de plus chez vous. En ce mercredi 18 avril 2023, nous sommes ici dans le studio de RDC Horizon 2023, l'année électorale en République démocratique du Congo. Le panel du jour, tel que vous l'avez toujours connu, est au grand complet. Nous avons donc à ma gauche le pasteur Bobo Koyamba, du micro du pasteur Bobo, MPB TV. Pasteur Bobo, bonjour. Bonjour Patrick Hugo. À ma droite, nous avons de l'agence congolaise de presse, Onesha Africa Magazine, Monsieur Cornelis Nlandou, bonjour. Bonjour Patrick. Et enfin, non pas des moindres, Monsieur Baudouin Amba de CongoIndépendant.com, qui est bien de retour parmi nous. Monsieur Amba, bonjour. Bonjour Patrick Hugo. Et nous remercions évidemment l'équipe technique, ces génies qui travaillent dans l'ombre et qui nous permettent de venir chez vous tous les soirs, quasiment. Eh bien, le menu de ce jour est composé de la sortie médiatique, en tout cas pour nous Congolais, du président de la République rwandaise, alors qu'il était en séjour au Bénin, auprès de son homologue, le président béninois, M. Talon. En deuxième point, nous allons discuter de la proposition de loi dite Tchani concernant la nationalité congolaise ou ce qu'on a galvaudé en appelant la congolité et toutes les réactions que cela suscite. Et nous parlerons évidemment de cette nouvelle alliance, ce regroupement d'opposants qui se prépare pour les élections qui auront lieu cette année, présidentielle, législative. Nous suivrons ça de très près. Nous finirons par la sécurité à l'Est. Et pour commencer, comme à nos habitudes, nous allons prendre quelques points d'actualité qui ont interpellé nos panélistes du jour. À qui donnerais-je la parole pour commencer? Monsieur Nlandou, qui est à ma droite. Et voilà. Y a-t-il des sujets d'actualité que vous voulez partager avec nous? Deux maximum? Oui, deux maximum, comme vous le dites. Merci beaucoup, Patrick Yogo. Écoutez, mais comme vous l'avez dit, j'ai deux sujets d'actualité que je voudrais partager justement avec nos téléspectateurs. Oui. Le premier sujet concerne une pétition qui circule aujourd'hui au Parlement. Au Parlement congolais ou au Parlement congolais, évidemment, nous parlons de la RDC. Mais ça peut concerner le Congo en étant en Belgique, on ne sait jamais. Oui, dites-moi. Alors, il y a le député Papi Niango qui a initié une pétition pour démettre le président Mbosso, le président du Parlement congolais. Alors, cette pétition a déjà recueilli 136 signatures, il en faut 250 pour que la pétition puisse être acceptée. Et il faut également rappeler que pendant les vacances parlementaires, il y avait déjà une pétition pour démettre Mbosso. C'était une pétition initiée par le député Gracien Irakan, qui estimait que le président Mbosso n'accordait pas beaucoup d'attention sur l'insécurité à l'Est et surtout sur le contrôle parlementaire. Alors, le président a intégré ça dans son action et le député en question a laissé tomber, a suspendu sa pétition. Alors, le deuxième sujet, un grand sujet d'actualité quand même, qui concerne nos hommes connus qui sont à Makala ou qui sont en prison. Oui. Il s'agit de qui? Non, je ne vais pas parler non, je veux plutôt parler d'un autre sujet. Allez-y. Qui est une décision qui a été prise par le gouvernorat de la ville de Kinshasa sous une décision signée par la commissaire générale en charge de l'environnement
et l'aménagement du territoire qui s'appelle Laetitia Benakabamba. De quoi s'agit-il? Alors, cette commissaire générale Patrick a signé une décision le 14 avril qui impose à toutes les maisons qui longent les avenues, les grandes avenues, d'être peintes en jaune et les commerces en bleu. Et donc, dans les prochains jours, nous verrons toute la ville de Kinshasa en jaune, comme les taxis. Et bien voilà. On signalera que certaines villes au Maroc ont aussi des couleurs typiques, bleu pour terre de Sienne pour d'autres, Marrakech et autres. Alors, Pasteur Bobo, vous qui êtes à ma gauche, avez-vous quelques points d'actualité? 2 maximum? Oui, 2 maximum. J'ai 2 sujets. Le premier sujet concerne l'affaire Gabi, ou l'affaire Partouze, on dit Partouze à Kinshasa. Partouze. Qui s'est mal tourné avec mort d'homme. La police a intervenu, ils ont maltraité les gens qui sont trouvés là-bas, ils ont déshabillé les femmes, ça fait scandale sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant des ébats, un individu décédé? Non, la police est intervenue pour arrêter des gens qui faisaient Partouze. On les a malmenés, on a frappé les messieurs, on voit les messieurs avec des bosses, directement frappé, et puis la police a voulu dire que l'homme s'est suicidé. Il s'est jeté par une fenêtre. Et cette version n'a pas passé. La police a arrêté les policiers qui ont fait cela, des enquêtes. Deuxième sujet qui nous intéresse, c'est la loi Tchani contre la loi Mboa. La loi Tchani contre la loi Mboa. Bon, d'abord... la loi Mboa, c'est-à-dire? Donc, sur un PV, d'abord, j'avais reçu Thierry Kangodi avec Claudine Poulin. De Top Congo? Top Congo, oui. On avait une blanche, Claudine Poulin, l'émission était en Lingala. En fin d'émission, ou à la fin de l'émission, Claudine Poulin qui demande à Nolé Tchani un débat en Lingala. Comme Tchani ne parle pas Lingala, elle parle Lingala, elle est blanche. Elle est congolaise ou pas? Française. D'accord. Une française, mais qui parle franco-autrichienne. Donc, elle demande un débat en Lingala, sur Top Congo, le débat, mais avec Tchani en Lingala. Mais il y a une loi qui nous intéresse, on pourra en parler après, je ne sais pas si lui, on pourra en parler après, la loi Mboa contre la loi Tchani. D'accord. Mais pardon, je voulais donc, la loi Mboa, c'est... La loi, il y a un député qui a proposé qu'on puisse protéger les animaux domestiques. Les chats, les chiens. Pour éviter l'alimentation. D'autres pensent que c'est pour contrer Tchani. Absolument. Oui, Bobo, je voulais quand même poser une question. Oui. Cette dame franco-autrichienne parle le lingala comment? Est-ce qu'elle a des origines congolaises? Non. Elle a grandi à Paris, dans les milieux des enfants, des diplomates. Son père était aussi diplomate. Elle a appris le lingala dans les milieux... Dans l'État. Donc elle parlerait une langue nationale alors que le candidat malheureux Tchani ne parle pas une des langues nationales. En plus, elle parle le lingala correctement. Oui. À un moment donné, elle était même à Radio Air Libre. C'est là que je l'ai connue. Alors, monsieur Arma, puisque vous avez la parole, avez-vous quelques sujets d'actualité, 2 maximum? Bon, il semble que ma voix ne porte pas. Nous allons essayer d'y remédier. De parler un peu plus fort. La semaine dernière, le Premier ministre Samadou Koundé a annoncé la délivrance d'ici le milieu de cette année de la nouvelle carte d'identité pour les Congolais. Milieu de cette année, une année à 12 mois, peut-être donc juillet. mai ou juin. Oui. Ils ont donné moi, en mai ou juin. Ce sujet m'a intéressé particulièrement parce que je commence d'abord par montrer. Ça, c'est ma carte d'identité. En tant qu'étranger, ça s'appelle titre de séjour. Ça, c'est une carte d'identité pour un Belge. Ça s'appelle document d'identité. Donc, voilà la différence qu'il y a. Or,
entre les Congolais, entre les les étrangers étrangers et les nationaux. Exact. Or, la FDL est arrivée au pouvoir en 2017, en 1997, et ça fait donc, combien? 26 ans que nous sommes restés confondus avec les étrangers. Parce que nous n'avons pas une pièce d'identité qui montre que nous sommes des nationaux. Tout à fait. Mais c'est une histoire gravissime, et moi je crois ce n'est pas sans rapport avec la guerre à l'Est, parce que Kagame était là avec la FDL, et on a fait rentrer des étrangers dans notre pays à l'époque, et même Joseph Kabila a traîné pour lancer ce projet. Déjà en 2014, il y a Adolphe Lumanou, l'homme de Kabila, qui était nommé DG de l'ONIP, Office national d'identification de la population. Et puis il est parti. Sans résultat. Sans résultat. Et puis après, il y a Richard Igungantumba, que nous devons tous connaître, c'est un ancien Bousquerois, il était même grand-duché de Luxembourg. Et voilà, maintenant, nous allons avoir notre carte d'identité au milieu de l'année prochaine. J'ai fait... Au milieu de cette année. Hein? Au milieu de cette année. Nous avons eu comme ministre Célestin Vunabandi. Il était ministre du plan. En quelle année? Sous Matata Ponyo, donc 2012-2013. Oui. Il a commencé par faire la cartographie de la population. On ne sait pas ce que cette cartographie est devenue. Et puis, Vunabandi avait besoin de 160 millions de dollars pour le recensement. Parce qu'il voulait combiner la carte d'identité avec le recensement de la population. Et puis, Lumanou, lui, est arrivé à l'ONIP. Il demandait 1 demi-milliard de dollars. Donc, ici, Vunabandi avait demandé 160 millions. Oui. On ne sait pas si le Trésor national avait décaissé cet argent. Et puis Lumanou est venu, il a demandé 1 demi-milliard. Là, nous sommes en 2014. Ça fait 8 ans. Non, 9 ans maintenant. Ah oui, nous sommes en 2023. C'est la raison pour laquelle moi j'avais fait un papier à l'époque pour dire, je vous lis simplement la dernière phrase. Ah oui. C'était un peu prophétique, si j'ose dire. Excusez-moi de ma modestie. En 2023, Fatih pourrait se targuer d'avoir redonné aux Congolais leur citoyenneté que d'aucuns ont tenté de dénier. C'était la dernière phrase de mon papier. Et j'espère que le gouvernement de Félix Tshisekedi tiendra parole. C'est tout ce que j'avais comme... Merci pour cette mise en bouche. Ouais. Chacun a suivi par tous les moyens de communication qui existent maintenant la conférence de presse conjointe entre le président béninois et le président rwandais, où en réponse à une question de l'audience, le président rwandais a expliqué en ces termes et selon son argumentaire habituel qu'en réalité le problème qu'il y a en République démocratique du Congo dépasse les dirigeants eux-mêmes de la sous-région. Il explique que nous avons hérité d'un problème de la colonisation, qu'il y aurait des Congolais qui auraient un héritage rwandais, qui vivraient au Congo, qu'il y aurait des Rwandais ou d'autres populations qui vivraient en Ouganda, en Tanzanie, dans la sous-région, et ce qui expliquerait le cas emblématique du M23, mais le M23 n'est pas le vrai problème, puisque selon lui, depuis 2012, ce problème n'a pas été
résolu. Et voilà que après une décennie, le problème est revenu sur la table. Je voudrais, avant d'aller plus loin dans tout cela, avoir votre avis à chacun sur ce point de presse. Pasteur Bobo, on va commencer par vous, vous qui êtes à ma gauche. Lorsque vous avez suivi cet entretien, cette conférence de presse conjointe, et les remarques du président Kagame qui expliquait que ceux qui disaient c'était des faits, qu'il y avait des populations qui l'ont vécu avant qu'il y ait les États qui vivaient au Congo, mais qui avaient des origines, un héritage rwandais. Est-ce que vous corroborez? Qu'est-ce que cela vous imprime chez vous? J'ai suivi cela et j'en ai aussi parlé hier à l'actualité compliquée. Ce qui m'a intéressé, c'est beaucoup plus que maintenant, les choses commencent à devenir un peu claires. C'était toujours Kagame qui cachait son jeu, bien qu'on le savait déjà. Le temps les masques tombent, on comprend un peu. On a fait chaque soir ici Boulangala, on comprend maintenant le vrai problème que Kagame veut mettre sur la table. Et il ment aussi quand il dit, il a menti, quand il dit que le problème a commencé en 2012, et que ça n'a pas été bien traité ou réglé, mais le problème n'a pas commencé là. Il a commencé des problèmes, selon moi, non 6 avec l'AFDEL. Il n'a pas voulu citer l'AFDEL, mais tout a commencé avec l'AFDEL. C'était leur guerre. Ils ont amené les Congolais, entraîné les Congolais, Kabila, le roi des Kabila, ils ont entraîné l'opposition congolaise dans une bêtise que nous payons cher aujourd'hui. Je crois pour moi il est grand temps que les Congolais puissent se réveiller, qu'on puisse comprendre qu'on peut ensemble, c'est pas question d'individus, c'est question du pays. Ça c'est question du pays, on peut bloquer, stopper Kagame. Maintenant les jeux sont plus ou moins clairs. C'est clair, donc il manque, pourquoi il dit 2012, c'est leur guerre, la guerre de l'AFDEL. C'était cette guerre-là. C'est pourquoi ils ont même tout fait pour qu'on ne puisse pas avoir de caractère d'Inter. Ils avaient tout bloqué, ils ont paralysé le pays, ils ont détruit l'armée, ils ont tout détruit. Mais heureusement, il y a quand même des Congolais, il y a quand même des patriotes, que ce soit au pays ou à l'étranger, qui continuent à défendre la patrie. Donc c'est notre pays. Monsieur Landou, après cette entrée de jeu de M. Boboko Yamba, pasteur de son État, vous pensez vous aussi que toute la stratégie montée, si stratégie il y a, aurait commencé avec Paul Kagame et l'AFDL montée de toutes pièces, soutenue par l'armée rwandaise, et c'est ainsi qu'on aurait infiltré la République démocratique du Congo avec des Tutsis qui revendiquent aujourd'hui être des Congolais. Oui, Patrick, je commencerai par dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant avec le Congolais, c'est ce que Pasteur Bobo a dit en dernier dans son raisonnement, il faut que tout le monde soit ensemble pour... Aujourd'hui, Kagame fait l'unanimité contre lui en RDC. Il faut dire que dans le temps, il y a on disait Kagame est mon ami, Kagame notre frère, ainsi de suite, mais aujourd'hui, tout le monde sait que Kagame n'est pas l'ami des Congolais. Kagame, c'est notre premier ennemi. Alors, il faut dire que le problème de l'Est n'est pas un problème de frontières. Kagame est un manipulateur né. Vous savez, le problème, quand il accompagne l'AFDEL en 96 jusqu'à Kinshasa, ce n'était pas un problème de frontières. Et puis, il y a eu le RCD Goma, pas de problème de frontières non plus. Il y a eu le CNDP, il y a eu le M23, et ainsi de suite, dans la même logique. Donc, il faut savoir que Kagame, c'est un menteur. On le sait. Et ça, c'est dans la culture Tutsi. Est-ce que vraiment, il y a des éléments culture, les habitudes de mentir, comme façon de fonctionner? Mais vous savez, Kagame nous donne toutes les preuves. Il a commencé par dire que le M23 est là parce que les minorités, ou la communauté minoritaire Tutsi a des problèmes et le M23
protège cette minorité en question. Non, il a dit que le M23 serait le produit de la conséquence de tous ces problèmes antérieurs. Là aujourd'hui, mais avant il disait pas ça, lui il dit avant. Oui, avant, au début, il parle de la protection. Oui, oui. Au début, il parle de la protection des minorités. Le M23 est là parce qu'il y a des propos xénophobes, ainsi de suite. Mais avec l'offensive diplomatique qui a été menée par le président Félix Tshisekedi et qui a convaincu pratiquement toute la communauté, et encore, qui a convaincu beaucoup de partenaires des pays africains ou des pays d'Afrique centrale, avec cette offensive diplomatique, Kagame, qui s'est senti acculé, a changé de narratif. Il a commencé à parler de la RDC qui était derrière l'FDLR. Donc en fait, son narratif change. Il parlait d'abord du M23 qui protège la minorité, et puis après il dit, ah non, de toutes les façons, le FRDC travaille avec le FDLR, donc les génocidaires de 94. Je ne pense pas qu'ils soient tous oui. encore vivants. Oui, mais vous le soulignez, Patrick. Il faut savoir que nous sommes en 94 quand ces FDLR-là entrent en RDC, et aujourd'hui ils sont vieux. Ils sont presque déjà morts. Donc en fait, il faut peut-être parler de leurs descendants. Mais même s'il faut parler de FDLR, nous savons qu'en 2009, Kagame et Joseph Kabila s'entendent pour que l'armée rwandaise entre en RDC pour chasser les FDLR. Ils sont entrés, ils n'ont jamais vu un seul FDLR. Et ils sont entrés, ils ont opéré, ils sont repartis. Et pire encore, l'armée rwandaise occupe l'est de la RDC depuis 1996 jusqu'à 2003, et même depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Mais jamais l'armée rwandaise ou jamais Kagame a dit, ah non, nous sommes entrés en 1996 et jusqu'en 2003 nous avons pourchassé autant de FDLR. Oh, jamais entendu parler. Et donc cette histoire de FDLR, c'est juste un leurre. Et comme ça n'a pas marché, il change de discours pour parler aujourd'hui de frontières. Mais il faut dire que même cette histoire de frontières, il y a des documents juridiques qui existent pour dire que c'est plutôt, et d'ailleurs je remercie beaucoup mon ancien professeur Ndaïwe qui est intervenu pour dire que c'est plutôt le Rwanda qui a des terres appartenant aux Congolais. Mais je signale aussi qu'il y a une conférence qui a lieu à Bruxelles ici le 25 avril. Oui, une conférence qui est tenue par le professeur Chibangu Kalala sur cette problématique de frontières. Et nous allons y participer. Le ministre de l'Information en a parlé d'ailleurs dans un point de presse. Merci, M. Landou. M. Amba, je vais me tourner vers vous maintenant. On a vu Paul Kagame et ses frères d'armes quitter l'Ouganda, où ils avaient la nationalité ougandaise, traverser les frontières, arriver sur le territoire de la République du Zaïre à l'époque, et plutôt l'inverse. Ils ont quitté l'Ouganda pour essayer d'attaquer le Rwanda, et les forces armées zaïroises ont mis un coup d'arrêt à cette offensive, en tuant d'ailleurs l'un des fers de lance du Front patriotique rwandais en la personne de Fred Rwigema. Donc c'était des Ougandais, mais qui voulaient recouvrir leur nationalité rwandaise. Aujourd'hui, ils parlent de Congolais qui seraient chez nous, mais qui en réalité seraient d'origine rwandaise. Finalement, est-ce qu'il y a-t-il vraiment cette idée d'une entité, d'un empire, d'une sorte d'ethnie qui serait transnationale, qui traverserait les frontières et qui serait composée de gens d'origine Tutsi? Je voudrais commencer là où Cornelis est arrivé. Moi, je crains qu'on commette les erreurs que le gouvernement zaïrois avait commis
en 96 et 97, lorsque l'AFDL a commencé la guerre. Nous sommes, comment dire, paumonés dans les arguments juridiques. Or, justement, le professeur Tshibangou Kalala vient ici pour démontrer, pour aligner des arguments, selon le terme qui est dit, historico-juridiques. Mais Kagame s'en fout du droit. Kagame, le droit c'est le Kalachnikov. Et on a vu ça en 96-97. Pendant que l'ancien vice-ministre Henri Thomas Lukondo est venu ici, je crois c'était en novembre ou décembre 96, avec feu Gumuna Sando, Celestin Gumuna Sando, ils ont tenu une conférence à l'ambassade ici, pour dire, écoutez, non, tel a écrit ceci, tel a écrit cela, nous n'avons pas de problème. Pendant que eux, ils argumentaient chaque jour, le Rwanda prenait une du territoire. Moi, je crois, puisque M. Kalala Tshibangou parle de bataille juridique, historico-juridique, le Congo doit préparer en même temps la bataille tout court. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est ainsi que nous avions clôturé notre émission la dernière fois. Mais oui, je voudrais un peu remonter un peu dans l'histoire. Vous savez, nous savons tous, la Belgique avait reçu le mandat des Nations Unies pour administrer les territoires du Rwanda et de Burundi. Donc la Belgique avait des protectorats. Oui. Contrairement à nous, on était une colonie. Et là, il y a des liens qui se sont établis entre les trois peuples. Nous, on a eu l'indépendance en 60, les Rwandais ont eu en 62, et nous avons eu, je dirais, de parfaites relations, à part le cas où des mercenaires de Jean Scram sont allés prendre Bukavu avec la complicité, paraît-il, de l'ancien président rwandais de l'époque. Et puis, en 1976, sauf erreur de ma part, Mobutu, Juvenal Habyarimana et Michombero ont créé CPGR. La communauté des pays des Grands Lacs. Oui, l'objectif était non seulement économique, mais aussi pour la libre circulation de personnes et des biens, compte tenu de particularités que nous avons. Tout ça a été balayé par un homme appelé Kagame, Paul. Donc, depuis 1994, quand vous dites Rwandais à Kinshasa, mais c'est presque une injure. Les gens n'acceptent plus ce mot, alors que c'est un peuple, c'est une nationalité. Alors, Cornelis a tout dit, comment ça s'est passé, AFDL, RCD, CNDP, M23. Mais feu que Patrick Karegeya, qui a été assassiné en janvier 2014 à Johannesburg, ancien patron du contre-espionnage rwandais, a dit CNDP M23 ont été créés par Kagame. Son objectif, c'est quoi? Garder l'influence rwandaise sur le sud Kivu, le nord Kivu, une partie de l'Ituri. Il semble que le fameux accord du 23 mars 2009 porte justement sur ça. Donc, les négociations auxquelles les fameux M23 demandent, c'est justement pour ça. Donc, à défaut d'obtenir cela, Kagame invente une histoire, ah, nous avons des terres là-bas. J'espère qu'il a déjà lu la charte de l'Union africaine, ou plutôt de l'OUA. Ça part de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Mais cette idée de transnationalité, de traverser, de toute façon, la communauté des États d'Afrique de l'Est, c'est déjà la libre circulation des biens et des personnes qui prévaut. Nous n'avons plus ce problème de frontières.
Mais son idée de... Prenons, nous avons ici des enfants, des cousins et tout ça qui sont belges, français, etc. Est-ce qu'on peut leur dénier le fait d'être partie prenante dans les affaires publiques de la Belgique, de la France, des États-Unis? C'est ce qui va nous amener tout de suite au deuxième point de ce jour. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Patrick, moi je vis en Belgique depuis février 89. Mais ce n'est pas pour autant que je suis devenu belge. La nationalité ne se présume pas. Vous devez demander la nationalité. Par exemple, individuelle. Pour le M23, la plupart ce sont des anciens du CNDP, du RCD mais du CNDP, mais qui sont de l'armée, des forces armées congolaises en réalité. Donc ils ont la nationalité. Mais on va entrer dans le deuxième point sur évidemment la nuance entre la citoyenneté et la nationalité. Ce sont des choses qu'il faut vérifier. Ah, alors, oui. Monsieur là, oui, je vais lui laisser la parole parce que en 2008, je dis bien 2008, le CNDP avait 8000 hommes. Ça venait d'où? Des mobilisés de l'armée rwandaise. Kagame ne pouvait qui ont obtenu le passeport congolais. En tout cas, moi, je n'ai pas vérifié. Laurent Kunda-Batoire était congolais. Kagame a été clair, c'est la guerre du Rwanda. Pour occuper cette terre, c'est des Rwandais qui se mettent. Non, pas tel qu'il faut dire. Hein. Monsieur Anne, Donc, tout est clair maintenant. Non, il faut dire que quand, déjà avec l'AFDEL, quand l'armée rwandaise arrive à Kinshasa, elle repart, cette armée repart où? Cette armée repart sur l'est, à Bukavu, je crois, à Goma surtout. Cette armée repart à Goma pour essayer de revenir à Kinshasa. Mais dans l'entretemps, il y a, les éléments de cette armée-là vont sillonner la République démocratique du Congo. Vous n'allez pas dire que ce sont des Congolais. Non. Exactement comme l'AFDEL. L'AFDEL a été créé avec des éléments congolais et des éléments rwandais. Dans cet imbroglio-là, finalement, quand ils arrivent à Kinshasa, on ne sait pas qui est rwandais, qui est congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui va d'ailleurs nous ramener ceci nous au deuxième amène point. Précisément, merci monsieur Landou. Au deuxième point de la proposition de loi rédigée ou concoctée par le candidat initié, allons-nous dire, par le candidat malheureux aux dernières présidentielles, M. Noël Tchani, porté par le député Singhi Pouloulou, Exact. concernant la nationalité ou l'accès à certaines fonctions publiques qui seraient réservées aux seuls Congolais ayant des ascendants du côté paternel comme du côté maternel congolais. Pasteur Boubou, préparez-vous parce que nous allons commencer par vous. Il y a eu beaucoup de réactions sur cette loi, sur la congolité, etc. On faisait des liens avec l'ivoirité. Mais vous, en votre âme et conscience, pensez-vous que le fait d'être de père et de mère congolais ou congolaise suffirait pour un individu de montrer sa loyauté pour le pays et servir le pays plus que toute autre nation? C'est pas quelque chose de plus que c'est notre pays, il faut être correct, il faut avoir tout pour être congolais ou belge. Mais j'ai terminé d'abord par la première question. Je termine rapidement sur le Congo. On doit prendre du courage. Le gouvernement congolais, on doit quitter l'EAC. Il est plus que temps de quitter l'EAC avec la déclaration de Kagame. Autrement, je demanderai qu'on puisse prendre le courage, quitter l'EAC. Je reviens sur la loi. Le message est passé. Je reviens sur la loi Tchani. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a quand même osé proposer quelque chose vu les contextes. Vu les contextes c'est des taux d'infiltration, taux de problèmes, il a essayé de verrouiller et il n'est pas le premier. Il y a d'autres pays qui le font, la Tunisie ou autres qui le font aussi, les Américains à leur façon. On peut quand même verrouiller. La loi ne peut pas être pour une personne. La loi doit être impersonnelle. C'est ça, général. Oui, il faut parler quelque chose pour protéger le pays. Là, je suis d'accord. Mais dire que si tu es
Congolais de père, non de mère, si tu aimes le pays plus que les autres, là, je dirais non. Puisque vous avez cité M. Laurent Désiré Kabila qui est venu avec des troupes rwandaises, qui a installé un chef d'état-major rwandais. Des pères et des mères, donc ça Voilà. c'est pas... il y a des enfants métis qui naissent, ils peuvent diriger le pays. Si Obama a dirigé l'Amérique, pourquoi pas? On dirige le pays par des lois. Mais la loi Tchani est très populaire parce que... La proposition de loi Tchani, très populaire, vu le contexte. Mais est-ce que vous pensez que c'est objectivement soutenu? Est-ce que ce n'est pas sous le coup de l'émotion que l'on dit ça? Où beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand je disais la loi Mboa, comment vous pouvez comparer une proposition de loi très claire par rapport au pays au chien? Si vous faites passer ça, nous aussi, on va faire passer ne mangez pas de chien. Tu vois, c'est surtout c'est les députés qui en parlent, on le rabaisse. Ça, c'est rabaisser le grand pays. Donc, je dirais que quelqu'un peut avoir un parent congolais, devenu président, diriger le pays, faire plus que celui qui a deux parents congolais. Ça, c'est pas un débat. Mais le grand problème, c'est que le contexte de loi Tchani, ça devient très populaire parce que le contexte. Monsieur Landou, je me tourne vers vous et je vais rajouter un élément. Oui. En me basant sur la constitution de la Troisième République de la République démocratique du Congo. En son article 13, il est dit qu'aucun Congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions, etc., race, ethnie, ou à une tribu ou à une minorité culturelle ou linguistique. Je ne sais pas si vous voulez que je répète. Non, vous avez bien saisi. On a bien saisi. Ne pensez-vous pas que cette proposition de loi sera rétoquée justement parce qu'elle serait anticonstitutionnelle? Oui, mais je vais commencer par là pour revenir à un autre élément. Allons-y. Oui. C'est le débat, on analyse, on décortique, on essaie de voir... Oui, la disposition de loi que vous venez de lire là est très claire. La disposition de la Constitution, donc, de la loi Constitution, fondamentale. la loi fondamentale. Toutes les lois doivent découler de celle-ci. Exact. Donc en fait, cette disposition que vous venez de lire est très importante. Elle se retrouve d'ailleurs dans la Constitution de tous les pays du monde. Ça, c'est un point intéressant. Important. Pourquoi je le souligne? C'est pour que les gens me comprennent mieux. Cette disposition-là se retrouve dans la constitution de tous les pays du monde où on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait, comment vous avez dit, que les gens, qu'il n'y ait pas de discrimination, inégalité en fait entre les citoyens. Et ça, c'est très important. Et vous verrez d'ailleurs, et c'est là que on commence à débattre de la loi Tchani en ce qui nous concerne. De la proposition de loi Tchani. De la proposition de loi Tchani. Vous voyez par exemple en Belgique, si vous n'êtes pas belge, vous ne pouvez pas occuper des fonctions dans la fonction publique. Vous en rendez compte? Donc en fait, la Belgique protège déjà les emplois de la fonction publique. Il faut être belge pour être... Et donc... Permettez-moi d'intervenir sur ce point précis. Oui. Vous dites qu'il faut être belge. Il faut être belge, oui. La nationalité suffit. La nationalité suffit. Or, selon la constitution congolaise, oui, en ayant un seul parent congolais, oui, vous êtes congolais. Oui, exact. Et pourquoi est-ce qu'on vous refuserait l'accès aux fonctions publiques? Ici, par exemple... Aux hautes fonctions publiques. Oui, en mutatis mutandis, comme on dit. Oui, en changeant ce qu'il en changeant ce qu'il faut changer. Vous voyez, moi par exemple, ou M. Baudouin qui est là 2 ans avant moi en Belgique, une trentaine d'années en Belgique avec tous les droits, normalement, que le citoyen belge, tous les droits, sauf qu'il ne nous est pas possible d'être dans la fonction publique parce qu'on n'a pas opté pour... donc en fait, on protège des emplois, des Belges. On protège des emplois. Et donc, en ce qui concerne la loi Tchani, que dit la loi, qu'est-ce que j'ai dit? La proposition de loi Tchani, qu'est-ce qu'elle dit?
cette proposition de loi, c'est que pour être président de la République, président du Parlement, président du Sénat, donc on protège certaines fonctions de la même manière. On protège ces fonctions contre quoi? On verrouille. On verrouille, c'est-à-dire, Mais contre quoi précisément? mais justement contre ceux qui ne sont pas totalement congolais. Mais Totalement le congolais, pasteur j'ai Bobo dit, hein. disait ici, et donc je suis en train de le solliciter, Oui. que ce n'est pas le fait d'avoir deux parents congolais qui font de vous être... ce n'est pas le fait d'avoir deux parents congolais qui fait de vous être... Les enfants d'un seul patriote. parent sont congolais. J'ai dit ceci, hein. Vous verrouillez contre qui? Ici, nous sommes dans la loi. La loi est générale. Et la loi a des préacquis. On Des prérequis, dit, oui. des préacquis. On dit, pour être président de la République, il faut être des deux parents congolais. Ça, c'est la volonté, si la loi passe, la volonté du législateur. Et donc, ce n'est pas dit que pour être président de la République, il faut être un saint homme. Non. Ici, on est en une question de nationalité. On verrouille sur le principe de la nationalité. C'est pour dire que ce que disait Bobo là-bas, que ce n'est pas parce qu'on est des pères et des mères qu'on va être un bon président. Ça, c'est pas le... On n'a pas un problème de moralité J'ai ici. répondu à la question, qu'on posait. Oui, on n'a pas un problème de moralité Mais ici. Quelqu'un qui n'a qu'un seul parent congolais Oui. peut devenir président et travailler pour le pays. Non, mais justement... Travaille aussi très bien. Exact. Ça, c'est tout le monde qui le Monsieur sait. Amba, préparez-vous puisque Oui. on va vous passer la Monsieur parole. Bobo, Monsieur Bobo, tout le monde le sait qu'on peut être d'un seul parent pour bien travailler. On peut même être un Brésilien et être président en RDC pour bien travailler. Non, pardon. Là, vous allez Monsieur Bobo, je parle des Congolais. je dis ceci, je réponds à votre préoccupation. On peut être d'un seul parent pour bien travailler, c'est ce que vous dites. On peut même être un étranger pour bien travailler. Non, C'est que moi je dis un seul parent, vous êtes Congolais. Sur base de la constitution actuelle, à moins de faire Et un Brésilien n'est pas Congolais. Vous êtes Qu'il congolais. soit bon ou mauvais, un Brésilien n'est pas Congolais, mais un enfant né d'un seul parent congolais, il est Congolais. Je voudrais terminer par là. Terminé, je Vous passe la savez, parole à monsieur Amba sur cette question. Vous savez, je reviens un peu sur une interview que Mouzito a accordée à l'agence congolaise de presse. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre Mouzito. Il dit à la fin, on lui pose la question de savoir ce qu'il pense de la loi Tchani. Il dit ceci, et j'ai trouvé ça très fair play. Il dit, moi si j'étais au Parlement, je n'aurais pas voté cette loi-là, cette proposition de loi. Mais il ajoute, le Parlement est là pour voter des lois. Et donc, Il faut débattre. il faut débattre. Et donc, si cette proposition a été acceptée parmi les points à débattre, elle sera débattue et que la démocratie puisse jouer. Si elle passe, elle va passer puisque c'est ce que j'ai dit. C'est la loi et la loi a son esprit. Voilà. Monsieur Amba, Et la loi... si ça ne passait pas, Et si ça ne passait pas, ça ne passe pas. C'est ça la démocratie. c'est là que le bas blesse. On veut imposer une loi, il faut que ça passe. Mais oui, mais Monsieur Amba, il je faut passe que la ça passe. parole à monsieur Amba. Il faut que ça soit une loi, il faut que ça passe. Monsieur Amba, dans l'exégèse, dans l'esprit de la loi, que cherche l'initiateur de cette loi? Non, moi je voudrais d'abord dire... Mais retenez quand même ma question. Oui. Oui. Bon, je ne connais pas ces motivations profondes, ça c'est un fait. Parce que tout le monde, des gens prennent parti, d'autres Oui. sont contre, mais Je ne connais que cherche pas. l'homme? Mais écoutez, je voudrais quand même, excusez-moi, cher En René. 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Hein. Que cherche l'homme? Oui, il faut quand même dire, quand il dit que cherche l'homme, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de sentiments parce que cette loi, on l'a focalisée pratiquement sur Moïse Katumbi, candidat à la présidence. C'est ainsi que ça a un peu réveillé trop de sentiments chez les Congolais. Monsieur Amba, vous Vous avez savez, de je la vais parole. vous faire une petite confidence. qui Alors, sera vous une faites confidence. Qui sera Aux plus- milliers de Comme vous spectateurs. savez, pendant son exil ici, j'étais l'assistant de l'ancien Premier ministre Kengo. Oui, nous le savons. Un jour, il m'a dit, vous savez que quand le président Mobutu a fait changer la constitution, que le candidat à la présidence doit être de père et de mère zaïrois. Oh. Il me visait. Moi, vous devez faire aussi. Mais Oui, 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 ça se Donc, fait. c'est pas Tchani. Non, non, ça existait.
À l'époque de Mobutu, ça existait. Monsieur Kengo m'a dit, il me visait moi. Donc ça n'était plus une loi, ça devenait quelque chose de Non, c'est personnel. dans la Constitution. Non, c'est dans la Constitution. On noie tout ça. Ça devient une loi. Alors, je voudrais faire, comme dans mes habitudes, un peu l'avocat du diable. La loi Tchiani n'a rien à voir avec la congolité, ni l'ivoirité. Si je n'ai pas bien étudié l'ivoirité, l'ivoirité est liée à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire est peuplé de musulmans venant de Burkina Faso. Donc, un peu ils comme sont les venus... M23 qui viennent du Rwanda qui sont au Congo. Non, Bon, je plaisante. identique, oui. Donc, en quelque sorte, Henri Konan Bédié, parce que celui qui est l'initiateur de l'ivoirité, voulait exclure l'actuel président Alassane Ouattara des élections présidentielles. Il a créé cette notion d'ivoirité. Donc, une partie de la population ivoirienne, c'est-à-dire les gens du Nord, n'étaient plus reconnus comme citoyens ivoiriens. Ils vivaient en Côte d'Ivoire, mais ils n'étaient pas reconnus comme citoyens. Or, quand on lit la loi Tchiani, il ne dénie la nationalité congolaise à personne. Comme Pasteur Bobo a dit, Cornelis l'a dit aussi, vous êtes de père seulement ou de mère seulement congolais, vous êtes congolais. Mais, comme on dit en droit, le fait précède le droit. Notre pays est un pays, je dirais, traumatisé par tout ce que nous avons vécu depuis 96. On a vu comment les étrangers sont rentrés chez nous. Je vais vous poser une question, Oui. monsieur Amba, puisque ça me brûle les lèvres. Oui. Ces étrangers qui ont soi-disant infiltré le pays, mais ils l'ont fait comment? Qui les a nommés aux différents postes? Chef d'état-major, officier à Il y gauche, avait un officier à Congolais à la droite. tête du pays. Qui? Un Congolais à la tête du pays. C'est donc bien les Congolais qui ont infiltré les étrangers. Non, c'est les étrangers qui ont tous les pays, ils ont mis les Congolais. Disons, C'est compliqué. ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui les a nommés, mais un individu. Un individu, c'est qui? Il n'avait pas le pouvoir. Qu'ils soient de père ou de mère ou des deux Oui, Congolais, ça ne change rien. Non, la vérité est que Museveni et Kagame ont attaqué le pays. Ils ont attaqué le pays et ils ont pris des Congolais qu'on appelle collabos, qui ont Des porte-mallettes un peu. entre autres Laurent Désiré Kabila. Alors, qui travaille avec eux. pour revenir à notre proposition Oui. de loi, cela veut dire que si ces Congolais étaient de père et de mère congolais, les postes seraient verrouillés et on n'aurait pas eu cette infiltration. Non, c'est-à-dire que c'est lié à notre histoire au cours de ces 3 dernières décennies. On a vu, avec le brassage, le mixage des officiers rwandais dans l'armée congolaise, des cas même comme Mwanga Chuchu, qui est devenu député. Si vous fouillez les documents d'histoire, jusque, je dirais, 94, vous trouvez Mwanga Chuchu nulle part. Dans les Bouzou établis par les Congolais. Alors, allons sur cette question. oui, Il est député, donc il a été élu. il a été élu. Oui, Par les bah, c'est le système mis en place. Élection falsifiée. Par le système mis en place. N'ont-ils pas été reçus par le chef de l'État congolais avec une série d'autres... Non, le chef de l'État peut recevoir. Mais c'est le système mis en place que Félix Tshisekedi a trouvé, comme le membre de notre service technique a dit. Kagame commence même à dire que les problèmes que nous avons avec Félix, avec le Congo, datent d'avant Félix Tshisekedi. Non, moi je voudrais vraiment qu'on enlève de la tête des gens que la proposition de Ouattani, c'est la congolité. Ça n'a rien à voir avec le... C'est donc le verrouillage des hautes fonctions publiques. Oui, mais moi j'ai conclu, puisque je vous ai parlé de Vieux Kengo, qui savait qu'il était visé, il n'a pas fait du boucan, parce qu'il n'avait pas... Il aurait bien voulu devenir chef de l'État. Puisqu'il a fait les 3 pouvoirs. Mais il n'a jamais fait une fixation sur cette fonction. Il raconte simplement, il dit Mobutu me visait. Mais j'ai l'impression, et il y a des gens... Il termine. Il y avait des poids politiques, papa Mobutu, pour les viser.
il était un premier ministre charismatique. Mais pas Mobutu charismatique, président. Mobutu était président. Mais c'est Mobutu qui l'a créé quand même. Donc on ne va pas entrer dans ce débat. Ouais. Concluez, s'il vous plaît. Je me dis, si j'étais conseiller de M. Katumbi, je ne lui aurais pas conseillé de réagir comme il a réagi. Il en a fait une affaire personnelle. Moi, je dis qu'il balaye un peu autour de lui, il y a trop de mauvais génie. L'affaire aurait pu passer autrement. Je vous ai donné l'exemple de M. Kengo justement pour que vous puissiez voir comment il a banalisé l'affaire. Oui, mais d'accord. Oui, réagissez. Je voulais dire, Baudouin, c'est comme on dit, au temporel, au moreste. Hein. C'est-à-dire, en ce moment-là, nous étions sous le régime des partis uniques, c'est vraiment différent, on ne peut pas comparer ça à maintenant. Avec on a une bonne ambition. Oui, et avec la loi Tchani, il faut dire aussi que moi personnellement, je ne suis pas contre cette loi, mais comme on dit, les faits précèdent le droit. Et cette loi arrive comme par hasard lorsque Moïse Katumbi se déclare candidat à la présidence. Et donc, qu'on le veuille ou non, cette loi est liée quelque part avec la personnalité de Moïse Katumbi. Bon, mais maintenant, il faut dire que nous sortons de périodes très troubles. Nous sortons de périodes très troubles, où nous sommes en train de sortir. Ah, merci. Parce que le problème qui est là, nous l'avons dit ici, la RDC a un problème. Vous savez, je vais un peu aller de coq à l'âne, vous savez, même cette histoire de double nationalité, cette histoire est légèrement freinée parce que l'histoire de la RDC n'est pas encore totalement éclaircie. Nous avons connu des gens, surtout de l'Est là, donc, oui. Tu m'avais interrompu tantôt. Je t'interromps. Eh ben, tu m'as inspiré une idée. Eh ben, allez-y. La loi Tchani, nous nous traînons trop sur l'aspect candidature à la présidence. Ouais. Et cette loi voudrait justement nous reconnaître aux Congolais d'origine l'irrévocabilité de leur nationalité d'origine. C'est contenu dans le texte. Je te laisse continuer. Oui. Alors, je voulais dire que, vous voyez, l'histoire de ce pays est tellement trouble que même cette histoire de double nationalité est quand même freinée par cette histoire-là. Il faut d'abord mettre de l'ordre dans la bergerie pour dire que non, on peut avoir double nationalité, c'est-à-dire avoir la nationalité belge et congolaise, Donc, Mampaka, un exemple, viendrait en RDC, il est candidat à la présidence, de père et de mère. Bon, vous voyez, il a double nationalité, donc ça pose aussi un problème. Et donc, cette histoire d'imbroglio qu'on a eu avec un pays sans carte d'identité, où on ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas, ça fait qu'il faut quand même une certaine loi pour mettre de l'ordre. Et cette loi Tchani est l'une des lois qui viendra mettre de l'ordre dans cet imbroglio. C'est donc votre avis? On va en rester là? Non, vous avez... Il y a eu la réaction de la communauté internationale. Ah oui. Une minute, puisque c'est plus notre réaction qui parce que l'affaire prend maintenant une dimension internationale. Il y a d'abord Madame Bintou Keïta, la représentante de la MONUSCO, des Nations Unies, qui a dit tout le monde doit participer à l'élection, que son épouse soit étrangère ou pas, etc. etc. L'Union européenne a dit la même chose. Mwando Simba, Christian, au cours d'un meeting, il a dit si Moïse Katumbi n'est pas candidat à l'élection présidentielle, il a dit ça en Swahili, eh bien les originaires du Katanga vont utiliser le ciseau. Pour dire qu'ils vont... Une nouvelle sécession? Sécession. Oui. Alors, le dernier, c'est l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Herman Cohen, qui a dit, si cette loi était votée, il y aura des répercussions négatives sur les relations entre les États-Unis et le Congo. Il n'a aucune autorité pour le dire, mais il le dit quand même. Il le dit, c'est un peu... Il a donné son avis. Son avis, mais
les Congolais sont tellement, comment dire, sensibles. Des peureux. Oui. Parce que normalement, un Américain, même si on n'est pas d'accord avec Tiani, mais notre pays est un pays souverain. Exact. Nous pouvons décider sur la conduite de nos affaires. Et ça, cela se fait dans un débat parlementaire sur la production législative. Oui, Yogo, en matière de... Moi, je suis le ciseau. Donc, c'est comme si l'esprit m'a fait entre les Kassaïens et les Katangais. On va justement entrer dans le troisième point. Oui, mais je voudrais... Comme Tiani et du Kasaï, on le réplique, soit les Katangais vont aussi couper leur pays, leur Katanga. Une fois de plus, on est en train de tribaliser, d'ethniciser. On parle aussi des chiens, des mois. Oui, mais je voudrais... Monsieur Lalou, vous allez clôturer sur ce point. Sur les réactions autour de la loi Tiani, il est quand même important de relever la réaction du président de la République, Félix Tshisekedi, qui dit qu'il est totalement contre cette loi-là. C'est important quand même de le relever parce qu'il laisse le débat se poursuivre. Un débat démocratique. Mais lui-même est contre la loi Tiani. Mais de deux, je voudrais quand même dire qu'il n'est pas très fair play de changer les règles du jeu en plein match. C'est-à-dire le processus électoral a débuté. Il serait intéressant de retenir cette loi Tiani qui est très importante, mais pas en cours du match, qui a déjà débuté. Et c'est là que l'extérieur ou la communauté internationale est en train de nous juger sur le fait que nous voulons changer les règles du jeu pendant que le match a déjà commencé. Merci, monsieur Lalou. Pasteur Bobo, en amont. À force de créer Katumbi comme Ouattara, il peut devenir président comme ça. Ouattara est devenu président à cause du volontaire. Donc Katumbi peut aussi devenir président comme ça. On a peur de Katumbi. Et ça sera le mot de la fin sur ce point. L'Occident, merci Pasteur Bobo. Vous impose. Nous allons passer au troisième point concernant cette alliance, cette nouvelle configuration qui est en train de se dessiner. Nous sommes en année électorale en République démocratique du Congo. Voilà qu'il y a quelques jours, c'était au courant de la semaine je pense, quelques opposants, des figures emblématiques, quel que soit leur poids parlementaire, en tout cas le poids de leur parti politique, se sont retrouvés. Il s'agit de M. Matata Pognon, ancien Premier ministre, de Denis Sessanga, député national, de M. Martin Fayulu, député national, candidat malheureux aux élections présidentielles, aux dernières élections présidentielles, et de M. Moïse Katumbi, ancien gouverneur et chef de son parti politique Ensemble pour la République. Ils se sont retrouvés à Lubumbashi. Nous avons vu la photo de famille, etc. La question qui s'est posée, et qui a été posée dans certains réseaux, dans certains médias, c'était de savoir est-ce que le fait de diviser l'opposition, d'avoir plusieurs candidats, n'est-ce pas faire le jeu du pouvoir sortant? Je vous pose donc la question. Pasteur Bobo qui était très chaud tout à l'heure, je vous laisse continuer avec la parole sur cette question. N'est-ce pas faire le jeu du pouvoir sortant en partant éparpillé? Ils ne sont pas éparpillés quand ils sont... Sont-ils tous candidats ou il va y avoir un candidat commun dans cette histoire? Non, c'est clair que ça sera Genève bis. Voilà. Donc du côté de Félix, on aura Félix comme candidat, et puis du côté de Katumbi Fayulu, là on ne sait pas encore, mais quelqu'un d'eux, si vous suivez Fayulu ou Katumbi, ils ont dit que le plus important c'est le pays, donc ils sont prêts à laisser quelqu'un. À se faire violence. Oui, à s'effacer, à laisser quelqu'un. Donc il y aura de plus en plus. Jusqu'à ce qu'on retire sa signature. Oui, ça va. De plus en plus, ça s'éclaircit. Hein. C'est deux camps, deux groupes, bien qu'on ne comprend pas la position de Mukwege, ni de... Il n'est pas encore candidat. Ni de Monzito. Non, personne n'est encore candidat officiellement. Ils se sont annoncés.
Donc c'est septembre. Non, personne n'a été enregistré, Oui, mais ils ont on a annoncé septembre. leur candidature. Nous avons On pour a le moment septembre. Corneille Namba qui s'est annoncé, le président sortant qui s'est annoncé. On entend septembre quand ils vont aller déposer leur candidature. C'est après les dépôts de candidature que On il y saura aura des alliances qui vont passer devant. Mais ce qui est bien, ce que j'ai aimé, c'est des blocs. Les blocs Katumbi, Fayulu, Matata Pogno, c'est ça là aussi. c'est ça là. Et puis il y a les blocs qui se disent des caméras, bon, c'est vraiment clair. Monsieur Nani. Oui, Patrick. Mais j'ai beaucoup... On continue sur la Oui, même veine. J'ai beaucoup aimé le mot ou le terme utilisé par Pasteur Bobo, Genève 2. Et vous savez, la configuration que nous avons eue à Lumbashi, Matata Pogno, Fayulu, Sesanga Katumbi, c'est exactement la configuration que nous avons eue à Genève. Je m'explique. Vous savez, la nuit, quand Martin Fayulu était désigné candidat commun de l'opposition, il y a un rwandiste qui m'envoie un message pour me dire... Un partisan d'Honoré Ngwanda. Un partisan d'Honoré Ngwanda qui me dit, écoutez mon vieux, c'est fini, c'est Fayulu qui est candidat, il n'y a plus de problème. Moi je lui ai dit, messieurs, vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays-là. C'est plutôt qu'aujourd'hui que le problème commence. Et c'est comme si j'étais un prophète. Parce que je savais que Fayulu désigné candidat, c'est tout l'imité qui était dans la rue pour s'opposer. Ça, je savais. Et d'ailleurs, nuitamment, j'ai appelé un gars de Fayulu pour lui dire, écoutez, il faut déjà arrondir les angles cette nuit, parce que demain matin, ça va péter. C'est comme si j'avais raison. Il me dit, ah non, mais toi tu connais pas. Ah bon? Ok, écoutez. Alors, je reviens sur Lubumbashi. Mais Lubumbashi, c'est exactement le chaudron de Genève. Nous avons deux candidats là-dedans. Il y a Matata Pogno, Fayulu, Katumbi, Sesanga. Il y en a deux qui vont s'effacer. Matata Pogno et Sesanga. Il y en a deux qui vont rester. Et d'ailleurs, Fayulu a déjà dit, ah non, moi je suis candidat. Après Lumbashi, il a répété qu'il était candidat. Et vous savez, je reviens encore sur l'expression sortie par Pasteur Bobo, il dit, c'est le pays qui compte. Vous savez, prenons par exemple, je fais la corrélation avec Genève. Prenons par exemple que dans leur rencontre, la prochaine rencontre, puisque la dernière rencontre de Lumbashi n'a produit aucun candidat commun. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un candidat commun. Moi, je me suis dit, il commence à devenir un peu sage, j'allais dire adulte. Alors, dans cette configuration-là, il y en a deux qui vont se retirer. Naturellement, Matata Pogno et Sesanga. Sans poser de problème. Sans poser de problème. Et les deux là, oui. ça sera... Il y a Fayulu et Katumbi qui disent que c'est le pays... Elle va se retirer. C'est le pays d'abord. On va dire que... C'est le pays d'abord. Et si c'est Fayulu qui est retenu comme candidat commun, nous rentrons à Genève, où le Katanga va entrer en ébullition pour dire notre candidat Katanga Yetou, c'est Katumbi. Et donc, et si c'est Fayulu aussi, à qui ça ressemble à nous, on va dire que notre candidat c'est Fayulu. Et donc, je voudrais... Monsieur Amba, préparez-vous, puisque je vais vous passer la parole. Je voudrais terminer par là. Et il faut dire que entre Fayulu et l'autre là, son ancien allié Mozito, c'est la rupture totale. Et Mozito est candidat à la présidence, il l'a déclaré. Je veux dire que Dr Mukwege n'a jamais annoncé sa candidature, donc là il ne faut même pas le compter. Mais l'opposition est toujours divisée. Et l'opposition, même après Lumbashi, est encore divisée. Merci, monsieur Landou. Monsieur Amba, je vais vous laisser réagir sur cette nouvelle configuration qui se présente, mais je vais pimenter l'affaire en disant, à Genève, lorsqu'on regarde, ça c'est mon point de vue, les différentes personnalités qu'il y avait là,
il semble qu'il y en ait un dont on a voulu abuser, simplement profitant de son patronyme, etc. Dans cette nouvelle configuration, pensez-vous qu'il y en a un dont on veut abuser de par peut-être son succès d'avant, etc., ou par sa fortune supposée? Je vous laisse réagir, à la fois sur la nouvelle configuration et cette question de chercher à abuser de quelqu'un dans cette coalition. Je vais prendre le mot là. Opposition. Fortune. Vous avez dit fortune ou... Fortune supposée. Vous savez, je voudrais d'abord décrypter chacun d'eux. Matata Pogno a un procès il a des casseroles judiciaires, si j'ose dire, qui traînent derrière lui. Donc je dis, un peu comme ça a été dit ici, je le vois mal se présenter à l'élection présidentielle. Sesanga, c'est un homme connu, reconnu par tous comme instable. Il a changé de camp plusieurs fois jusqu'à arriver au MLC, puis Kabila. C'est lui aussi qui a soutenu le candidat Félix Tshisekedi, je pense, le premier au moment du retrait de la signature. Il était parmi les premiers. Sesanga, pour être équilibré, c'est un juriste brillant. Ça, on ne peut pas lui dénier ça. Mais c'est un homme instable. Apparemment, s'il n'est pas premier, il ne peut pas accepter d'être deuxième. C'est mon sentiment. Alors, Fayulu, il y a une différence entre Katumbi et Fayulu. Je vous donne un simple exemple. Fayulu a dénoncé les propos de Paul Kagame. Les dernières déclarations au Bénin. J'ai entendu personne d'autre le dire parmi les quatre. Matata Pogno n'a rien dit, Sesanga non plus, Katumbi non plus, à part que chez Katumbi, est-ce que c'est Mwando Simba qui a déclaré aucun Congolais. C'est qui? Mwando Simba, Christian. Aucun Congolais digne de ce nom ne peut accepter quelque chose comme ça, les propos de M. Kagame. Par contre, Fayulu est direct, il a condamné. Donc je dis, je vois très mal Fayulu et Katumbi, il faut faire un ménage. Et je vais emprunter chez vous, Bobo, un élément fondamental que vous avez utilisé. Pour faire une campagne présidentielle, il faut de l'argent. Katumbi en a. Je doute pour Fayulu, à moins qu'il soit financé par Kabila. Je doute pour Sesanga. Matata, oui. Matata a certainement... Tout ça est supposé. Oui. Et moi, j'ai toujours dit, ça va peut-être déplaire à mes amis qui sont à Lubumbashi, Moïse Katumbi a deux handicaps. Premier handicap, le candidat lui-même. Ses difficultés à s'exprimer, ses difficultés à développer une argumentation forte. En une autre langue que le Swahili, puisqu'en Swahili, il a l'air de se débrouiller très bien pour faire... Moi, il ne se débrouille pas, il est Swahiliphone né. Non, pas par rapport à la langue, mais argumenter dans une langue. En Swahili, c'est parce que c'est sa langue. En anglais, peut-être, ça serait plus facile aussi. Oui, donc il y a cet élément qui le disqualifie déjà. L'argent, il a. On lui laisse ça. Mais il y a d'autres éléments. L'humeur du moment. Nous sommes en guerre avec un pays voisin. Et Moïse Katumbi, son épouse est burundaise. Je vous laisse tirer les conclusions. Je dis, cette alliance est mal partie. Un mot de la fin sur cette question et on va passer au dernier point. Et donc, je voudrais quand même dire, contrairement à Baudouin qui dit Fayulu n'a pas d'argent à moins qu'il soit financé par Kabila. Non, je crois que c'est mal dit. Il ne faut pas dire à moins qu'il soit financé par Kabila. Pourquoi Kabila? On peut dire à moins qu'il soit financé par une autre personne. Pourquoi Kabila? Moi je ne comprends pas pourquoi. Ils étaient déjà dans le bloc patriotique avec Kabila. Ah, mais tu as raison. Exact. Ouais. Donc Matata Pogno était avec Kabila, Sesanga était avec Kabila, Katumbi était avec Kabila. Donc en fait, tout le monde, et même
Il y a même des gens qui étaient avec Mobutu sûrement, et qui étaient même avec Félix Tshisekedi. Là-dedans. Ça nous ramène peut-être à On ne quelque peut pas chose. parler de... Mais je voulais dire simplement que moi, personnellement, si j'étais Katumbi, je ferais passer les autres parce que Katumbi traîne avec lui beaucoup de points négatifs. Le simple Dont fait... deux cités par Oui, Jean. le simple fait qu'on puisse parler de la loi Tchani aujourd'hui, ça a tellement réveillé des esprits que ça le dessert. Et donc, il est très mal placé pour être candidat et C'est votre opinion. avoir... Pasteur Bobo, d'un mot. Je vais peut-être contredire M. Bonian Baouti par rapport à l'argent. Avec plaisir, pasteur. À Genève, c'est lui qui est devenu aujourd'hui président, c'est lui qui avait moins d'argent par rapport aux autres. Celui dont on a voulu abuser, comme je le disais tout à l'heure. Il n'avait pas beaucoup d'argent par rapport aux autres. Moins friqué par rapport à Katumbi, moins par rapport Il à... avait juste le nom de son père, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, il est devenu président. Aujourd'hui aussi, C'est ça, on n'a pas devenu président alors. ça, oui. Et Fayulu a fait campagne. Fayulu n'a pas d'argent, mais malheureusement... Qui dit qu'il n'a pas d'argent? C'est que je peux reprocher à Fayulu, quand il était candidat au président élu, comme je disais, président élu là, il avait l'aura, il n'a pas profité pour chercher l'argent. Or, l'élection, c'est aussi l'argent. Absolument. Si tu n'as pas d'argent, ça sera très compliqué pour lui. Mais on ne sait pas... Il fallait profiter, chercher l'argent. Mais on ne peut pas dire. On peut pas mais dire. s'il a osé aller au Katanga là-bas, c'est à cause de l'argent. Mais non, c'est pas à cause de l'argent, c'est à cause de la candidature commune. Mais non, il n'y a pas d'argent, c'est Katumbi qui... Communisme, non, ça c'est... On va conclure là-dessus. Donc en fait, vous voulez dire qu'on est allé à Lubumbashi pour l'argent. Ou bien... Oui, c'est le plus fort. Non, ce n'est même pas... fort, c'est Katumbi. Ce n'est même pas la candidature commune. Ce n'est même pas la candidature commune. Pourquoi pas Alex Saman? Mais non, mais pourquoi? Pourquoi Alex Saman? Mais Fayulu a déjà fait campagne. C'est vous qui lui avez donné l'argent. C'était les autres. Les autres, c'est qui? L'argent, c'était... Bon, ça va. Les musiques ont dit que Katumbi n'a pas financé. Mais on ne va pas entrer dans ces détails. Si Katumbi n'a pas financé, c'est Moussa qui a financé. On ne va pas entrer dans ces En détails. fait, on ne connaît même pas la poche de Fayulu. Voilà la nouvelle configuration qui se prépare. Il y en aura d'autres, bien sûr. Et lorsque les candidatures, comme le disait Pasteur Bobo, au mois de septembre seront déposées, beaucoup tomberont, d'autres surgiront. Nous verrons bien. Et heureusement, Fayulu a le nom aujourd'hui, comme Tshisekedi avait le nom. Heureusement. On verra, l'histoire, qui vivra verra, comme disait l'autre. On va passer au dernier point, celui qui concerne l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas des phases d'enrôlement et tout ça de la CENI, mais concentrons-nous un peu sur l'insécurité à l'est. Voilà que le M23 a commencé à se retirer de ses positions, en bonne intelligence avec les troupes, des forces régionales de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Bunagana, qui pendant près de 10 mois était sous l'administration du M23, que nous avons martelé ici à chaque émission, est enfin libéré, non pas par les forces armées de la République démocratique du Congo, mais par un accord négocié entre le M23 et les autres partenaires de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, avec aussi la SADC, c'est-à-dire l'initiative du président angolais. Maintenant que le M23 se retire, les troupes ougandaises prennent place, les troupes kenyanes et autres, sommes-nous dans une configuration où nous allons voir le M23 retourner dans ses positions antérieures, on parlait de Sabinho, oui. et que le reste du territoire serait sous l'emprise des forces régionales de l'Afrique, comme la communauté de l'Afrique de l'Est, plutôt que par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Information disait qu'il n'en est pas question, les territoires, les forces armées de la République doivent récupérer les territoires, mais les territoires ont été cédés non pas par la force, mais par la négociation. Négociation que les autorités congolaises ont refusée. Pasteur Bobo, sommes-nous en train d'avoir cette zone tampon où au milieu nous aurons les forces régionales
Et de l'autre côté, nous aurons eh bien, le M23 et d'autre part les forces armées de la République démocratique du Congo. Sans compter tous les autres groupes armés, puisqu'on déplore encore que la Codeco a assassiné pas mal de personnes. Mais attention, sur tous les points, c'est toujours Pasteur Bobo qui commence. Moi, je crois que c'est pas bon. Non, non, c'est une question, si vous voulez savoir pourquoi, c'est une question de caméra. Pasteur Bobo. Bon, aujourd'hui, ça tombe sur vous. La fois passée, le deuxième fois, c'était Bodo. C'est la position de la caméra qui joue, mais ça, c'est entre nous. Moi, j'aime aussi que quand ils commencent, ça me fait du bien. Voilà, c'est ça que je me suis dit aussi. Alors, monsieur Lando, puisque vous insistez, monsieur Lando, puisque vous insistez. Ça devrait être mon aîné Baudouin qui commence même à écouter, mais puisque vous insistez. Non, puisque vous insistez. Oui, en matière d'insécurité à l'Est, il faut dire qu'aujourd'hui, nous assistons quand même à une certaine accalmie. Cette accalmie qui est due au respect, entre guillemets, puisque Kinshasa dit qu'il y a eu un retrait timide. Donc cette accalmie est due. Permettez-moi, Kinshasa, enfin, c'est très bien de dire c'est un retrait timide, mais nous n'avons pas les moyens de faire autrement. Oui, mais c'est ça, mais moi je parle de l'insécurité plutôt. Il faut dire qu'il y a une accalmie relative due au respect du retrait. Le retrait, mais il faut dire que lorsque le président de la République a signé les accords avec l'intégration de la RDC dans l'EAC, et puis il y a eu cette histoire du M23 où on devrait avoir des forces de l'EAC qui arriveraient à Kinshasa, à RDC, pour la Ghana et consort. Le contrat ou l'appel de la RDC concernait des forces qui combattraient le M23. Malheureusement, et d'ailleurs le président de la République a dit naïvement que les forces de l'EAC arriveraient par Bunagana et commenceraient à attaquer, ainsi de suite. Donc en fait, ces forces de l'EAC qui sont arrivées n'ont pas été accueillies par la population, mais aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a une certaine accalmie qui s'installe, mais Kinshasa dit. Non, je voudrais commencer par un autre élément. Il faut dire que les accords qui amènent les forces de l'EAC en RDC, ces accords ont pris fin le 31 mars. Aujourd'hui, Kinshasa est en train d'évaluer l'action de l'EAC pour tenter de prolonger cet accord-là de 3 mois. Mais dans l'entretemps, les forces angolaises vont arriver et en ce moment-là, Kinshasa voudrait mettre fin au mandat de force de l'EAC. Les forces angolaises, vous ne parlez pas des 500 qui sont là pour observer le respect. Donc de nouvelles troupes. Il y a de nouvelles troupes qui vont suppléer aux forces de l'EAC pour, comme dit Kinshasa, parquer le M23 dans un coin. On ne parle plus de Sabinio, mais aujourd'hui on parle de Kinshasa dit avoir trouvé un lieu où on va parquer le M23 parce que, comme l'a dit Félix Tshisekedi, il n'y a pas de négociation du tout. Donc Kinshasa refuse toute négociation, tirant les leçons du passé où on est passé de négociation à négociation, on a intégré les éléments de rebelles dans l'armée et on sait ce qu'il en est advenu aujourd'hui avec des défections de gens qui se disent « Ah non, moi je suis plutôt Banyamulenge, il n'est même pas congolais. » Monsieur, préparez-vous, je vais vous passer la parole. Oui, c'est ainsi que, bon, actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire de la sécurité dans l'Est? C'est qu'il y a eu beaucoup de progrès quand même. Il faut le reconnaître, il y a beaucoup de progrès et les populations sont en train de regagner leur milieu naturel. Et ça, c'est quand même important. Monsieur Amba, n'est-ce pas là un signe de la force du M23 qui décide de oui ou non qu'il y ait la guerre en République démocratique du Congo? Lorsqu'il décide de se retirer, il se retire. Lorsqu'il ne décide pas, il reste là et sans coup férir. Vous m'excuserez, je vais un peu, esquiver la question. Pas de souci, j'insisterai après.
de Paul Kagame qui est en train de traverser des moments difficiles en ce moment. Mais restons bien sur l'insécurité. Mais oui, parce que c'est lié. Hein. Parce que le fait que Kagame avoue que le problème entre le Rwanda et le Congo ne se résume pas au M23, mais aux terres rwandaises qui auraient été cédées au Congo, ben, c'est un aveu terrible qui va le desservir. Et d'ailleurs, en ce moment, l'homme est malmené au niveau médiatique. Il y a New York Times, la semaine dernière, malheureusement, je n'ai pas retenu la date, qui a écrit comment est-ce qu'un dictateur aussi brutal puisse être l'ami du monde occidental. C'est vraiment le résumé essentiel de cet article. C'est une question oratoire, puisque Kadhafi, on peut en citer des dictateurs à travers le monde qui sont des amis des Occidentaux. Non. Bon. Si mais c'était juste pour vous faire signaler. Kadhafi, on connaît son sort. Donc, pour dire dans les Émirats, en Arabie Saoudite, etc. C'est la première fois qu'un journal anglo-saxon, qui sont les grands amis de Kagame, donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, écrivent quelque chose dans ce sens. Et puis, il y a cet ouvrage que j'ai amené, je ne sais pas si... la caméra là. C'est bien pris. C'est bien pris. Rappelez juste c'est bien, c'est franc. Cet ouvrage, de près de 500 pages. Je rappelle la page, le titre. C'est écrit par une journaliste britannique, Michelle Arong. Le livre est préfacé par Stephen Smith, l'ancien journaliste du Monde, qu'on présentait comme un agent de DGSE. Titre: Rwanda, assassin sans frontières, enquête sur le régime Kagame. Mais il y a des détails qu'on n'avait pas, notamment sur l'assassinat de l'ancien patron des services secrets rwandais, Patrick Karegeya. Assassin sans frontières, c'est que Kagame peut envoyer ses tueurs n'importe où, à travers le monde, où il y a quelqu'un qui le dérange. Mais il faut lire ça, ça vous donne froid au dos. Alors, ramenez-nous alors. Il y a New York Times, il y a ce livre de Michel Rong qui est très vendu comme des petits pains. Et puis il y a un article de Financial Afrique. C'est un journal vraiment qui est maintenant spécialisé dans les finances africaines, qui écrit que pour la première fois, le Rwanda a obtenu la cotation B+. Ça veut dire qu'il y a un faible niveau du produit intérieur brut par habitant et il y a une persistance d'un double déficit budgétaire. C'est nouveau. C'est symptomatique d'un problème... Non, je crois que l'homme est en train de manger son pain blanc. J'espère que c'est ça l'expression. Mais il y a une chose, le ministre de la Défense de l'EAC vont se réunir récemment à Goma. Jean-Pierre Bemba et tous ceux qui ont apporté les troupes vont se réunir pour évaluer un peu le résultat apporté par les troupes de l'EAC. Et Cornelis était en train de se poser la question où il parlait de l'endroit qu'on cherche pour parquer le M23. Oui. Dernière nouvelle, il semblerait qu'on a trouvé la localité de Lukando. Ah oui, au Maniema. Ouais. C'est un ancien camp militaire. On pourrait les parquer là-bas. Donc voilà ce que je peux dire. Merci monsieur Ambaye, monsieur Landou. Pasteur Bobo, vous allez donc avoir le mot de la fin sur cette question de l'insécurité. Sans toutefois, il faut absolument le rappeler, la République démocratique du Congo doit faire des réformes au niveau de son armée, de sa défense, de sa politique de défense. Mais je vous laisse la parole sur cette question du retrait du M23 qui se fait en ordre plus ou moins moi je suis dubitatif et puis très vigilant. Je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge.
bon, quand Vieux Baudouin, bon, quand Baudouin Bao, tu parlais de... Donc, l'aîné... Oui, quand il vient, On se comprend. donc, moi, ça me fait plaisir si c'est vrai que Kagame est devenu faible, parce que ça fait longtemps. C'est pas comme Poutine, on dit que Poutine c'est fini, mais ça va bientôt faire 2 ans, c'est lui qui tire tout. Donc, au niveau du Congo, on dit que la dernière sortie médiatique de Kagame, ça m'a tiqué. Je vois comme si ça va encore, si on n'est pas conscient, les choses vont s'empirer. Parce que quand est-ce qu'on va nous le donner, des Bounanganda là? Quand est-ce que... Bon, qui sont gérés par les Ougandais? On va les catholiques, oui. Est-ce que c'est libéré? C'est pas libéré, c'est occupé par les Ougandais. Oui. Donc, et le M23 gère encore la douane, je pense. Voilà, donc ils sont encore là. Donc, on n'a rien récupéré. Et Kagame qui fait une sortie pour dire que avant ça a été mal géré, mal fini. Maintenant, il faut bien finir les choses. C'est question des frontières. Donc vous avez une lecture plus subtile de ce que Kagame voulait dire. Oui, il veut une négociation directe, Kinshasa, Kigali, par rapport aux frontières. C'est ça. Je voulais juste ajouter un petit bout pour dire que... Et je vais noter. Apparemment, Kagame a été contraint de parler de problèmes, comment dire, territoriaux. Depuis que Félix Tshisekedi s'accroche à l'idée qu'il n'y aura pas de négociation avec le M23, je crois que cet élément l'a contraint à sortir du bois. C'est votre opinion. Monsieur Nandou, une opinion aussi par rapport à cela? Oui, je voulais dire que, un peu pour revenir sur ce que disait Amba, que Kagame a des problèmes économiques. Et ça, c'est très important. Parce qu'avant, il faut dire que la guerre de l'Est, pour Kagame, ne se résume qu'au pillage de ressources de la RDC. Ça ne se résume qu'à là. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de minorité à protéger. Non, Kagame avait besoin de ressources. C'est ce qui a fait d'ailleurs le boom économique à Kigali. Et aujourd'hui, depuis qu'il a commis l'erreur de cette histoire de M23, de la même façon d'ailleurs qu'on a commis l'erreur avec l'histoire d'un territoire de Rutshuru qu'on a voulu faire... Minembwe. On a voulu en faire une commune. De la même façon qu'on a commis, que les Banyamulenge ont commis cette erreur-là, oui. Continuez. C'est juste pour signaler que... Oui. Bunagana, cette histoire du M23 est en train de jouer aujourd'hui contre Kagame. Parce que Kagame qui a perdu les ressources, l'usine qui transformait la raffinerie d'or a fermé. Et donc, aujourd'hui, il y a des problèmes économiques de l'autre côté. Mais de l'autre, enfin, du côté de Kigali, il y a des problèmes économiques. Mais à notre actif, pour notre sécurité, il faut dire que les ministres de la Défense vont se réunir à Goma pour évaluer. Et il faut dire que ces forces de l'EAC sont en RDC sous mandat, sous un contrat qui s'est terminé le 31 mars. Et ils vont, si l'évaluation est positive, ils vont prolonger de 3 mois. Et en ce moment-là, ces forces-là devront partir. Ils ne vont pas rester éternellement parce qu'il y a un contrat bien défini. Cela nous mènera au mois de juin. Nous sommes là, qui vivra verra. Pasteur Boubou et puis M. Amba une clôture. Il y a un point que j'aimerais bien soulever. Je vois Kagame faire les yeux doux à Tshisekedi. C'est pas anodin, hein. Là on dit que pour le problème de l'Est, c'est pas Tshisekedi. C'est pas aussi, nous on l'a trouvé, c'est depuis. Subitement, il veut faire la paix avec Tshisekedi. Subitement, est-ce que là, je demanderai aussi au président Félix Tshisekedi d'être très prudent. Ferme, tout à fait. Très prudent parce qu'on peut directement lui réunir collabo complice de Kagame. Donc, il faut qu'il puisse rester très ferme, dire à Kagame que le problème du Congo, ça n'a rien à voir aussi avec moi, c'est le problème d'État. Moi je défends la continuité de l'État. Ne dites pas que même si ça a commencé à 96,
Même si ça a commencé en 2001, c'est La moi je continuité. défends le pays, je défends mon pays. Parce qu'il a voulu jouer un jeu Subtil. Monsieur Ambaye, on va clôturer. En fait, c'est juste pour démontrer que le gouvernement rwandais, l'État rwandais, a des difficultés pour rémunérer ses troupes. Aujourd'hui, les troupes rwandaises sont devenues presque des mercenaires. Il y a d'abord Mozambique. où ils C'est sont ce que en train disait à à Cotonou, justement. la surveillance des installations de Total. Il y a la République centrafricaine. Tout ça, c'est moyennant finance. Parce que si Kagame était capable de rémunérer ses militaires, il n'allait pas aller négocier. Il est allé au Bénin, soi-disant pour que cette troupe aide dans la lutte contre Le djihadiste. les djihadistes. Et puis, il est en ce moment en Guinée-Conakry. Donc, vous voyez, l'homme cherche des issues. C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer, il cherche à sortir le nez de l'eau. Ce n'est pas parce que son armée est aguerrie qu'il fait tout ça? Non, C'est juste pour de l'argent. il y a un besoin. Il y a un besoin. Tata Bamaba Ndeko, merci de nous avoir suivis. Nous allons revenir vers vous très bientôt. Et à nos dirigeants, il est temps de réformer notre armée, de réformer notre administration pour que ce qui nous est arrivé ne nous arrive plus. Pêchez-vous. Thank you.